Alors, comment allez-vous diriger dans les mois et les années qui viennent? Comment aussi les crises que nous venons de traverser et que nous traversons encore ont profondément impacté nos habitudes et nos méthodes de travail? Après le Covid, après la crise ukrainienne, nous voilà maintenant peut-être à l'aube d'une nouvelle ère pour ne pas subir, à nous, de dessiner les voies à emprunter. Pour nous y aider, je vais appeler à me rejoindre Patrick Martin, vice-président du MEDEF, et Marc Toiti, l'économiste. Merci messieurs de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Merci. Alors je vais me mettre de ce côté et je vais vous laisser. J'ai le livre, effectivement. J'ai le livre, Marc. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Bonjour Patrick, on est ravis de vous avoir avec nous. On va avec vous prendre un petit peu de hauteur, dézoomer en quelque sorte, si vous le voulez bien, pour essayer de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Marc Toiti, on vit quoi en ce moment? On vit une révolution, le point de départ d'un changement durable. On ne l'avait peut-être pas perçu comme tel pendant la crise Covid. On pensait naïvement que le monde d'avant pouvait revenir. Or, il n'en est rien. On a vraiment tourné une page. J'ai envie de dire, le gros problème que nous vivons aujourd'hui, c'est que malheureusement, on est en train de payer toutes les erreurs stratégiques de nos dirigeants pendant plusieurs décennies. On parle par exemple de désindustrialisation, maintenant de réindustrialisation. D'où ça vient ce problème? C'est que malheureusement, dans les années 80-90, les dirigeants français ont dit on veut une économie française sans usine. On s'en souvient. Et donc évidemment, on a tout fait pour faire en sorte que ça ne se produise pas. Et maintenant, on veut effectivement relocaliser. Ok, réindustrialiser, très bien, sauf que la main-d'œuvre n'est pas là. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, ici même, n'ont pas, malheureusement, la main-d'œuvre souhaitée. Je vois beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui me disent j'ai des carnets de commandes, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas la main-d'œuvre. Parce qu'elle n'est pas formée, parce qu'on a oublié de la former, parce qu'elle n'a pas envie. Non, alors il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'on a voulu beaucoup former de Bac plus 5 en histoire de l'art, par exemple. Donc bon, j'aime beaucoup l'histoire de l'art, si vous voulez, mais les débouchés sont quand même très limités, notamment dans l'industrie. Mais bon, pourquoi pas, on peut changer de métier quand on veut, bien entendu. Mais toujours est-il que ceci a limité effectivement, encore une fois, la création d'emplois. Et après est arrivé ce coronavirus dramatique, cette pandémie incroyable, où on nous a enfermés, entre guillemets. Et c'est vrai que ce qui moi m'inquiète le plus, c'est que ce coronavirus a cassé un peu l'échelle des valeurs. C'est-à-dire qu'on a voulu laisser croire qu'on pouvait continuer de vivre comme ça, enfermé, en ayant des revenus, etc. ou autre. Et ce qui évidemment n'est pas le cas. Donc il faut restaurer la valeur travail. Et puis dernier point, qui est très récent, c'est effectivement l'énergie. Parce que c'est une clé évidemment de notre avenir. Et là, vous voyez, c'est tout le problème que nous avons chez nos dirigeants. Je le vois depuis 25 ans, les dirigeants français. C'est que malheureusement, on ne se rend compte des problèmes que quand on est face à la réalité. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était dépendant de la Chine quand ils ont arrêté d'exporter. Maintenant, on se rend compte qu'on est dépendant du gaz russe lorsqu'effectivement, on a cette guerre en Ukraine. Donc, on a besoin de vision du monde. C'est ça le vrai problème. Oui, c'est pour ça que je vous ai invité à dézoomer, parce qu'on a oublié de dézoomer finalement, si j'entends bien Marc Toiti. On n'a pas pris cette hauteur, on attend d'avoir le nez dans le guidon, en quelque sorte, Patrick Martin, pour s'apercevoir qu'on est en retard. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je vais casser l'ambiance, Raphaël, en disant que j'ai l'habitude. On n'est pas les champions du monde de la langue de bois, Marc et moi, mais le problème c'est qu'on est d'accord. Donc je vais bien trouver quelques points de désaccord entre vous. Ça va pas être le pugilat. Non, je partage complètement. Et sincèrement, je ne vais pas faire dans la langue de bois. J'espère que vous le percevrez ainsi. Et c'est pas de la provocation. Le même État qui matin, midi et soir nous pond des réglementations tatillonnes et nous impose des contrôles tout aussi tatillons. Je rappelle que là où le candidat Macron en 2017 avait dit il faut mettre un terme à cette espèce d'avalanche de réglementation, eh bien au terme de son quinquennat, il y a 15% de corpus de réglementation et de législation de plus. Donc la machine est infernale. Le deep state, mais également le législateur, existe en nous pendant des réglementations. Mais dans le même temps, cet État, et ça existe dans d'autres pays du monde, cet État a été coupablement absent des grands enjeux auxquels dorénavant on est confronté, y compris sur le plan des finances publiques, mais pas que, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire, de mon point de vue, c'est de loin l'enjeu prioritaire, l'enseignement et la formation. Tu as évoqué l'énergie, et ainsi de suite. Et donc, on aimerait bien
il y a urgence et de toute façon on n'a plus le choix que l'État, que la puissance publique, l'exécutif comme le législatif, se concentre en définitive sur ces gros enjeux et nous fasse confiance. Parce que cette période de Covid a eu au moins ça de bon, elle a eu au moins ça de bon, que de démontrer, pour qui en doutait, que les acteurs de terrain, qui peuvent être des élus locaux d'ailleurs, hein, mais le plus souvent des chefs d'entreprise en qui massivement l'opinion publique et les salariés font confiance, 82% de confiance dans l'entreprise, dans l'opinion publique, ont démontré quand même leur sens des responsabilités. En un mot, commençant qu'on nous foute un peu la paix, qu'on nous fasse confiance, qu'on nous sanctionne sévèrement quand on sort, quand on franchit la ligne jaune, et puis ça ira beaucoup mieux. Donc on a pris du retard. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de rattraper? Parce que c'est ça la question urgente. Hein. Vous parliez de la formation, vous parlez de la pénurie finalement de main-d'œuvre dans certains secteurs. Je pense que tout le monde ici en a bien conscience. On pourrait aussi évoquer la guerre des talents, parce que ça c'est une autre problématique. Comment on fait là tout de suite pour que les carnets de commandes puissent être menés à bien? Alors il y a deux enjeux effectivement. Il y a l'entreprise, et moi je suis toujours optimiste parce que je sais, je le dis toujours, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour les entreprises françaises, notamment de la région. Elles vont s'en sortir parce qu'elles vont développer des stratégies anti-crise. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ce qui m'inquiète plus, c'est effectivement sur la capacité de la France à se moderniser. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je le dis à chaque fois, les entreprises françaises sont bien plus compétitives que les entreprises allemandes ou américaines ou anglaises. Parce qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, on fait tout pour l'entreprise. On baisse les charges, on baisse le coût du travail, on réduit la pression fiscale, et en plus, il y a de la croissance, si vous voulez. Alors que nous, en France, je regardais les chiffres dernièrement, si on regarde sur les 10 dernières années, la croissance annuelle moyenne du PIB français, c'est, tenez-vous bien, 0,7%. Vous vous rendez compte, c'est rien. Et malgré cela, nous sommes toujours là. Vous êtes toujours là, vous les entreprises, et c'est vous qui sauvez la France. Ce sont les entreprises, alors j'en suis une petite évidemment, mais également ce sont les entreprises qui sauvent la France. Par contre, le drame, c'est que nos dirigeants ne veulent pas moderniser notre douce France depuis des années. Et quand on voit ce Covid, moi ça qui m'inquiète, c'est que pendant le Covid, eh bien, on a dépensé sans compter, le fameux quoi qu'il en coûte. Et on a lâché complètement les brides, sachant que, vous savez que la dette publique a augmenté de 550 milliards d'euros. Oui, à un moment, il va bien falloir rendre l'argent. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, le gros problème, c'est que, vous savez, une crise, on a tous les 10 ans à peu près. Donc, mais simplement, tous les 10 ans, il faut avoir le temps de reconstituer les marges de manœuvre. Là, on n'a pas eu 10 ans. On n'est même pas sorti de la crise du Covid, qu'on a la crise énergétique. Donc là, normalement, l'État devrait effectivement aider, intervenir, investir, innover, etc. Mais comme il a tout dépensé, toutes les cartouches ont été utilisées pendant cette crise du coronavirus, en disant... quoi qu'il en coûte, moi je l'ai dit à Bruno Le Maire personnellement, je lui ai dit écoutez Bruno, je pense que vous allez trop loin. Il me dit ne vous inquiétez pas, c'est la Banque Centrale Européenne qui finance. Et c'est ça le drame, parce qu'on parle de l'inflation aujourd'hui. L'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine. L'inflation est arrivée en 2021 parce que justement, on a trop augmenté la dépense publique, la dette publique, financée donc par la planche à billets. Je ne rentre pas dans le détail, mais la planche à billets, c'est-à-dire qu'on a créé de la monnaie pour rien. Et donc, c'est la règle de base de l'économie. On a créé une demande artificielle alors que l'offre, la production ne suivait pas. Donc, si la demande est supérieure à l'offre, inévitablement, les prix augmentent. Donc, c'est ça le drame. Et maintenant, le problème, c'est que on ne peut plus continuer. Comme il y a de l'inflation, la BCE ne finance plus. Et donc, par contre, malheureusement, on continue le quoi qu'il en coûte. Et donc, la dette publique continue d'augmenter. Mais attention, vous l'avez peut-être vu ces derniers jours, et je n'ai pas arrêté d'alerter sur ce thème depuis déjà plus d'1 an, en disant attention, l'inflation va augmenter et les taux d'intérêt également vont augmenter. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va coûter beaucoup plus cher à l'État français, bien sûr. Alors justement, parlons-en de l'inflation. Patrick Martin, quelles sont les perspectives à court et à moyen terme? On a vu dans le même temps que les prévisions de croissance de l'INSEE avaient été revues un petit peu à la hausse. Comment est-ce qu'on décrypte ces différents signaux? Alors, sous le contrôle de Marc, on n'a pas du tout la même inflation qu'aux États-Unis. Je ne parle pas du taux d'inflation, je parle de l'origine de l'inflation. Aux États-Unis, c'est essentiellement une inflation par la demande, puisque l'État fédéral a fait de l'hélicoptère-monnaie, a distribué massivement, ça se traduit dans des achats, et à un moment donné, l'offre ne suivant pas toujours, forcément, ça fait augmenter les prix. Nous, on est dans une configuration différente, je caricature un peu. Notre inflation, elle est due à l'offre. Elle est due à l'offre sur l'énergie, singulièrement sur le gaz, on a tous ça en tête, et c'est assez dramatique, mais également au fait qu'on en a eu la démonstration assez cruelle à l'issue de la crise Covid, en espérant qu'elle ne redémarre pas. Il y a des chaînes de valeur, il y a notamment des chaînes logistiques qui se sont engorgées immanquablement. Ça a créé de l'inflation. Il y a des signaux qui sont à la fois inquiétants et réjouissants.
sur un sujet que je connais bien, celui de l'acier. Je connais bien parce que ça fait partie de mon activité professionnelle. Les prix de l'acier se cassent la gueule depuis 3 mois. Alors, le client final, notamment dans le bâtiment, dans l'industrie, ne le perçoit pas encore totalement. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'il y a des capacités de production dans la sidérurgie qui sont mises à l'arrêt ces derniers temps. D'une part parce que le coût énergétique de ces producteurs a explosé, mais aussi parce que les prix baissent, donc ils sont pris dans un effet de ciseau. Il y a quelques petits signaux comme ça, notamment liés au ralentissement de la Chine, qui font que l'inflation structurelle, parce que les capacités de production sont mises en cours et que la demande avec ce ralentissement ralentit, l'inflation de ce point de vue baisse. Après, la grande inconnue, évidemment, c'est l'énergie. Et là, on paye plein pot. Enfin, c'est la loi. C'est la grande énergie, c'est la loi de l'emmerdement. Non, mais c'est la loi de l'emmerdement maximum en France. L'arrêt d'un certain nombre de centrales nucléaires n'a évidemment rien à voir avec la guerre en Ukraine. Malheureusement, ça tombe au même moment. Alors nous, on est très impatients de savoir ce que le gouvernement va améliorer dans le plan de résilience. Moi, j'avais dit, Geoffroy avait dit à Bruno Le Maire dès l'origine, le plan de résilience qui permet de dédommager d'une certaine manière les entreprises les plus tributaires du prix de l'énergie par des subventions. C'était compliqué, c'était technocratique. Bilan des courses, ça n'a pas marché, c'était prévisible. Bruno Le Maire s'est engagé à réviser ça. Mais surtout, on attend ce qui va sortir de la remise à plat du système de tarification européen de l'énergie, qui était probablement pertinent dans un contexte normal, qui est devenu complètement débile dans le contexte actuel. Ce qui a été annoncé hier par la Commission européenne est à moitié rassurant. D'abord parce que c'est très compliqué, et puis il y aura forcément d'un pays à l'autre des gagnants et des perdants. Si on réussit malgré tout à casser les anticipations inflationnistes sur l'énergie, je finis de répondre, on devrait avoir un ralentissement. Après, moi, l'effet de l'augmentation des taux de la BCE sur l'inflation, je suis incapable de l'apprécier. Je pense que c'est un peu à contresens. Ah oui, ça aussi c'est une grande erreur, si vous voulez, de la Banque centrale européenne, et encore une fois, erreur stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'annonçais, ici même, je ne suis pas un devin, simplement je faisais de l'analyse économique, comme on l'a fait à la BCE, auprès de nos dirigeants. Je leur disais, attention, l'inflation va augmenter, pour l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu? Jusqu'à encore quelques mois, la BCE disait, mais non, ne vous inquiétez pas, l'inflation c'est transitoire, ça ne va pas durer. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, les derniers chiffres de l'INSEE sur les prix à la production, donc que payent les entreprises, sont en hausse de quasiment 26%. Ça veut dire qu'on a 26% d'inflation pour les entreprises et 6%, on va dire, pour les prix à la consommation, parce qu'il y a le bouclier tarifaire, etc. Donc elle est là, la vraie inflation. Et donc le drame aujourd'hui, là, alors par contre, c'est vrai que la BCE, eh bien, aujourd'hui, on a un gros problème. C'est comme elle n'a pas agi. Elle a complètement perdu en crédibilité. Vous voyez, par exemple, hier, elle a monté les taux d'intérêt très fortement. Alors, beaucoup disaient, l'euro va flamber, on va remonter. Pas du tout. Il est passé de 0,99 à 1. Voilà, il y a à peine. Et maintenant, il est repassé sous les 1. Oui, parce que ça, c'est aussi une autre problématique, la parité euro-dollar. Complètement, parce que c'est ça le problème. Normalement, quand l'euro baisse, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai toujours été pour un euro pas trop fort, si vous voulez. Justement, pour nos exportations, beaucoup d'entreprises marseillaises qui exportent, justement. Donc, il ne faut pas que l'euro soit trop fort. Quand l'euro est à 1,50 ou même à 1,20, c'est trop fort. Là, par contre, il passe sous la parité. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que quand l'euro se déprécie, ça augmente le prix des produits importés qui sont notamment libellés en dollars et notamment les cours des matières premières. Donc c'est ce que disait Patrick, c'est qu'effectivement, si les prix des matières premières baissent, très bien, et ça c'est logique, parce que malheureusement, quand la demande baisse, inévitablement, le cours des matières premières baisse. En revanche, si l'euro continue de baisser, eh bien ça va augmenter le prix des produits importés, et donc ça va malheureusement faire de l'inflation. Et donc là, on a un problème beaucoup plus profond encore, c'est la crédibilité de la Banque centrale européenne, et j'irai même plus loin, de la zone euro. Parce que là, le 25 septembre, on a des élections en Italie. Je ne veux pas vous faire peur, mais avec un gouvernement italien qui pourrait, vous savez, actuellement dans les sondages, il pourrait gagner. Et qu'est-ce qu'il y a dans son programme? Parce que ça, on ne le dit pas. L'annulation d'une partie de la dette italienne. Alors là, vous imaginez le pompon. C'est-à-dire que si l'Italie le fait, on va dire pourquoi pas. Alors on me dit, bon, c'est pas grave, il y a eu la crise grecque. C'est vrai. Mais la crise grecque, c'était 350 milliards d'euros de dette grecque. Là, c'est combien l'Italie? 2800 milliards d'euros. Ce n'est pas les mêmes chiffres, ce n'est pas les mêmes montants. Oui, donc c'est ça qui aujourd'hui est dangereux. Et encore une fois, on revient sur cette, je ne vais pas dire cette incompétence pour ne pas être trop dur, mais en tout cas ce manque de réalisme économique. Moi, c'est ça qui me tue, si vous voulez. Ça fait 25 ans que je vois les dirigeants, je pense comme toi Patrick, qu'on voit les dirigeants politiques, on leur dit la vérité, on leur dit la réalité. Et eux, ils font du déni de réalité. Mais pourquoi ?
Parce que, alors, si vous voulez... Ils sont trop, pardon hein, de le dire comme ça. Je pense qu'ils sont trop hors sol. Ils sont hors sol. Ils sont pas dans la réalité. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est qu'on a des dirigeants qui n'ont pas été chefs d'entreprise, ou très peu, qui n'ont pas été confrontés à une réalité économique compliquée. Vous voyez, moi, je viens des cités HLM d'Orly, donc je peux en parler des cités HLM. La plupart des ministres qui parlent des cités HLM, ils ne savent pas. Ceux qui parlent des marchés financiers, ils n'ont jamais été sur les marchés financiers. Et ceux qui parlent des entreprises, souvent, n'ont jamais été dans l'entreprise. C'est ça qui est dramatique. On a besoin de nous faire confiance, mais nous, on ne nous fait pas confiance. Et alors, le drame, c'est qu'il y a certains économistes, je ne vais pas donner de nom, bien sûr, pas être méchant, qui, eux, justement, ils jouent, ils rentrent dans le jeu, ils passent la pommade. Ben non. On doit garder notre indépendance et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des moyens technologiques, etc. pour pouvoir le faire et tout le problème est là. Mais par contre, là, Raphaël, c'est très important ce que vous dites, c'est que, à l'arrière que les politiques ils fassent du déni de réalité, on avait l'habitude. Ben, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est que les banques centrales aussi ont fait la même chose. Normalement, les banques centrales, c'est les gardiennes du temple. Elles ne sont pas élues. Vous voyez, donc elles doivent tenir leurs engagements. Parce qu'elles se sont retrouvées face à quelque chose de totalement inconnu. Oui, parce que c'est ça le problème. Si vous voulez, c'est que, non, encore une fois, en 2020, je ne dis pas, il fallait sauver le monde. En 2020, on croyait que c'était la fin du monde. Donc on n'avait pas le choix. Le problème, ce n'est pas 2020, c'est 2021, où ça allait mieux. Et malgré cela, on a continué à faire la planche à billets pour faire plaisir au gouvernement et pour faire plaisir au marché financier. Ce n'est pas ça le but d'une banque centrale. Voyez, et donc, si en plus les banques centrales ne jouent pas leur rôle et font même l'inverse, c'est ça qui effectivement devient dangereux. Patrick Martin, il y a aussi beaucoup de gros dossiers, on va revenir un petit peu dans la vie de l'entreprise, mais il y a aussi beaucoup de gros dossiers qui attendent les entrepreneurs qui nous écoutent. Hein. On en a parlé tout à l'heure avec Philippe Corsia, l'assurance chômage, les retraites, la hausse des salaires, même si il y a déjà des efforts qui ont été consentis, la prise en compte de la loi climat. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour que tout ça, mis bout à bout, ça soit... parce que ça va venir s'additionner, ça va gréver aussi la capacité des entreprises à investir, à tenir le choc, tout simplement. Comment est-ce qu'on arrive à additionner et à résoudre cette équation-là quand on est entrepreneur et qu'on est déjà bien souvent exsangue ? Alors, moi je pense que le principal levier, c'est que nous-mêmes, ici entrepreneurs, que le MEDEF, non pas tape du poing sur la table, hein, nous sommes républicains, démocrates, chacun est à sa place, mais en capitalisant donc sur cette popularité, je dirais, de l'entreprise, accessoirement du MEDEF, aussi curieux que ça puisse paraître, hein, mais en capitalisant aussi sur le fait que dorénavant on est au pied du mur, en capitalisant sur le fait que la politique dite de l'offre a quand même fait la démonstration de son efficacité, avec des créations d'emplois massives, avec une relance de l'investissement, pas suffisante, mais quand même, avec une attractivité du territoire français qui est démontrée, avec beaucoup de mousse autour, mais c'est une réalité quand même. Il nous appartient dorénavant de mettre le politique... Enfin, de dénoncer le déni, hein, je reprends ton expression. On ne peut pas mener tous les combats à la fois quand on n'en a plus les moyens financiers. Donc, soit on considère que la politique de l'offre est probante, et on la poursuit et on l'amplifie, soit on continue à vasouiller et l'épreuve de vérité va être terrible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse des priorités ? Alors, je cite un exemple. Olivia Grégoire, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime, a dit tout à l'heure, la CVAE va baisser, elle a même parlé de 20 milliards d'euros. C'est une excellente surprise, normalement c'est 8 milliards d'euros. Bon, ce matin même, dans les Échos, il est dit, on l'avait déjà entendu, que là où la baisse devait intervenir d'une seule fois en 2023, elle serait peut-être étalée sur 2 ans. C'est un très mauvais signal qui est envoyé aux entreprises. Surtout si on regarde en parallèle ce qui est distribué, disons les choses, pour acheter la paix sociale, pour des montants bien supérieurs. Donc nous, on va être très déterminés là-dessus pour dire ce qui marche doit être prolongé, doit être amplifié. Deuxième point, moi je suis plus nuancé sur l'attitude face au travail. Je suis entrepreneur, je vois bien que les jeunes diplômés ont des choix de vie, hein, d'équilibre de vie qui peuvent nous déstabiliser, auxquels il faudra malgré tout s'habituer. Il n'en demeure pas moins que la grande démission, on ne la constate pas dans les chiffres. Le taux d'emploi en France n'a jamais été aussi élevé, même s'il reste inférieur. Il n'y a pas de grande démission, paraît-il, en France. Mais il n'y a pas de grande démission. Il y a des démissions qui contribuent d'ailleurs à l'augmentation des salaires, c'est l'échelle de Perroquet, mais ce n'est pas des démissions pour ne rien faire derrière. Si, il y a toujours des intermittents, des permittents, j'y viens. Donc il faut faire cette réforme de l'assurance chômage, en étant d'ailleurs très attentif, alors qu'on partage le principe dit canadien, hein, un peu moins d'indemnité quand le marché de l'emploi est porteur, un peu plus quand il est dégradé.
La vraie question, c'est de savoir où on mettra les curseurs. Mais il faut faire cette réforme, il faut faire la réforme de l'assurance chômage en prenant en compte les problématiques spécifiques de l'industrie, du bâtiment, à l'inverse des métiers de services à forte valeur ajoutée dans la banque, dans l'assurance, dans le conseil, parce que c'est difficile de porter, en allongeant la durée de cotisation, les salariés jusqu'à 70 ans. Il va falloir être intelligent, il faudra prendre en compte l'usure, mais il faut faire cette réforme. D'abord, ça envoie des signaux, y compris à nos créanciers internationaux, qui sont très demandeurs, si je ne me trompe pas. Et à la fin des fins, ce qui nous intéresse, c'est d'augmenter la base productive de la France. Donc en baissant les impôts de production, on a encore 30 milliards de retard par rapport à la moyenne européenne, sans même parler de l'Allemagne. Et au même moment, on va devoir investir 35 à 40 milliards d'euros par an pour aller vers la décarbonation de notre économie. Le moins qu'on puisse faire, c'est de se doter à minima de capacités financières supplémentaires. Donc pouvoir investir plus, travailler plus. Donc ça peut être moins de chômeurs, ça peut être une durée de cotisation en retraite plus importante par un biais ou par un autre. Et structurellement, on sort notre pays d'affaires au même moment où il y a un appétit entrepreneurial qui ne se dément pas. Les créations d'entreprises, et je ne parle pas que de micro-entrepreneurs, je suis assez réservé sur le statut des micro-entrepreneurs, non, je parle bien de création de sociétés. Eh bien, ça ne se dément pas, on continue à battre des records historiques, mais même des records mondiaux. Donc voilà, il y a quand même des facteurs d'optimisme, mais il va falloir, j'insiste, nous entrepreneurs, nous MEDEF, qu'on soit très courtoisement, mais très fermement vocaux. Marc Toiti, ce forum, et l'intitulé de ce forum, c'est la croisée des mondes. On a parlé tout à l'heure des matières premières. On a compris justement qu'on allait bien souvent les chercher à l'autre bout de la planète et qu'on ne pouvait plus se permettre finalement ce luxe qu'il fallait en partie réindustrialiser la France. Alors je sais que certains trouvent que c'est un mot un peu galvaudé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On repense le modèle industriel, on repense le modèle économique, on a juste fait un peu de ripolinage. Aujourd'hui, en fait, il faut tout reprendre depuis le point de départ. Moi, c'est ce que j'appelle justement, notamment dans mon livre, le reset. Vous faites le reset 2, bienvenue dans le monde d'après. Effectivement, c'est-à-dire ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une thérapie de choc. Mais ça ne veut pas dire faire de la rigueur. Au contraire, le plus important aujourd'hui, c'est de redonner effectivement un bol d'air aux ménages et aux entreprises. On a un problème d'inflation, alors donnons du pouvoir d'achat, pas un bouclier tarifaire, du vrai pouvoir d'achat. Oui, parce que quand on va l'enlever, le bouclier tarifaire, ça va clair. Faire mal. Et encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est que ce bouclier tarifaire, c'est une sorte de déni de réalité. C'est-à-dire, non, attendez, les prix augmentent, mais vous ne le voyez pas. Sauf que le jour où on va l'enlever, alors là, on va évidemment voir la réalité en face. Et donc, encore une fois, on est un petit peu infantilisé. C'est ça qui est incroyable. Et c'est une des conséquences du coronavirus. Bientôt, on va nous dire, attention, il faut passer 5 minutes sous la douche, pas plus. On va peut-être nous mettre des caméras dans les douches, ça continue. Vous voyez, non, mais attention, c'est dictatorial tout ça. Moi, ça m'inquiète. Non, il faut donner. Et là, il y a des mesures, des moyens pour donner du pouvoir d'achat. Par exemple, j'en vais en donner 2. Ça fait partie de la thérapie de choc. On doit réduire les impôts. Vous savez que nous sommes numéro 1 mondiaux des impôts. Il n'y a pas un pays au monde où il y a plus de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, c'est la France. Vous avez entendu Olivier Grégoire ce matin dire qu'ils allaient en baisser une partie. Oui, donc l'engagement a été pris devant les entrepreneurs. Moi je suis d'accord, mais moi je vais aller plus loin. Je vais aller effectivement sur la baisse sur l'impôt sur les sociétés, sur l'IS. On va aller beaucoup plus loin avec une forte baisse. Ça c'est pour les entreprises. Après effectivement les ménages. Quel est l'impôt que tout le monde paye ? Qu'on soit ménage, salarié, même chômeur, retraité. La CSG. La CSG, non, parce que la TVA sur la consommation. On pourrait la baisser, mais ça ne se verrait pas trop. La CSG, vous baissez la CSG, moi je fais des simulations, combien ça coûte, etc. Je vous rappelle que la CSG, c'était un impôt temporaire. Vous savez, c'est créé par Michel Rocard en 1991. Vous voyez, c'est le temporaire qui dure. C'est RDS qui est venu par-dessus. RDS qui est venu par-dessus, exactement. Donc, ça, on donne du pouvoir d'achat tout de suite. Le problème, c'est que si vous faites ça, il faut aussi baisser les dépenses publiques. Alors, attention, pas les dépenses sociales, parce que c'est vrai que ça, on ne le dit pas assez. On oublie que nous avons une chance incroyable de vivre en France. Dire, en France, 32% du PIB, ce sont des dépenses sociales. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous dans le monde. La moyenne de l'OCDE, ça veut dire les pays développés, c'est 20%. Nous, 32%. Donc c'est énorme. Et malgré ça, on n'est pas content. Vous voyez, quand j'entends qu'on me dit que la France c'est un pays libéral, c'est incroyable. On a 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, 32% de dépenses sociales, 120% de dette publique par rapport au PIB. La France est ultra-libérale. Il faut arrêter de dire des bêtises. Mais ça fait partie justement du problème de manque de culture économique. En France, on a une culture de lutte des classes. Et moi, j'invite toujours toutes les entreprises que je vois, je leur dis, vous faites comme évidemment dans les médias, même si j'y participe, on est parti de temps en temps, mais on n'a pas assez de temps pour parler. C'est vrai que, ou à l'éducation nationale, on ne valorise pas assez l'entreprise, la réussite.
Et donc ça doit se faire dans l'entreprise. On doit expliquer dans l'entreprise comment ça fonctionne, etc. Et par contre, on doit réduire les dépenses publiques, donc non pas sociales, je termine, mais les dépenses de fonctionnement. Vous savez combien augmentent les dépenses de fonctionnement en France chaque année depuis une vingtaine d'années? Entre 7 et 10 milliards d'euros chaque année. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Donc voilà, c'est possible. En euros courants, constant. Oui. En euros constant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Ça veut dire que si on a simplement le courage politique, moi je reste optimiste, on peut sauver la France. Mais si on continue de faire le déni de réalité et une fuite en avant et de masquer la réalité, c'est là où ça devient dangereux. Patrick Martin, quand on prend effectivement tous les aspects, hein, comme ça on se rend compte qu'il y a finalement il y a autant de raisons de s'inquiéter que de raisons d'être optimiste. Donc on va essayer de regarder le verre à moitié plein. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, notamment dans la région marseillaise, pour que les choses se remettent en marche? Comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs de la région pour que finalement il y ait un redémarrage peut-être plus efficace? Alors, il y a un consensus qui se dessine, il faut qu'il se confirme et surtout qu'il se concrétise vers une décentralisation des décisions. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans nos entreprises, y compris des très grosses entreprises. Il y a belle lurette qu'on n'a plus Dieu, un staff de sachants qui savent tout sur tout sans rien savoir, et puis ensuite des gens qui exécutent de manière un peu bête d'ailleurs, très disciplinée, très loyale. Dans nos entreprises, dorénavant, pour que ça marche, il faut décentraliser, il faut responsabiliser. Donc on va prendre des initiatives dès les prochains jours avec Geoffroy pour encourager ce qui a été vaguement évoqué au CNR. Hier, très bel exercice le CNR, pour aller vers une nouvelle étape de décentralisation. Vous y étiez, c'est déjà bien. Alors Geoffroy y était. Non, en veillant quand même à ce que là où on a un roi, on n'est pas des roitelets non plus, hein, qui se comportent exactement de la même manière. Et donc rétablir un dialogue de terrain qui a fait la démonstration de son efficacité et qui permet quand même aux politiques et aux fonctionnaires de mieux percevoir les réalités. Premier point. Deuxième point, et là on a tous une responsabilité et c'est faisable. Et il y a quelques très beaux exemples. Moussa Camara était là tout à l'heure, l'initiateur est déterminé. Il faut qu'on embarque toute une catégorie de la population qui, à tort ou à raison, se sent exclue, parfois se complaît dans une forme d'exclusion, mais ce n'est pas la généralité. Et donc, quand on parle de tension de recrutement, moi je les vis à nouveau en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a eu des créations massives d'emplois, plus de 750 000 créations d'emplois en un an. On a écrémé finalement les candidats les plus qualifiés. Et donc maintenant, on touche à une population qui, même souhaitant vraiment travailler, n'a pas les qualifications. On dit, on a du mal à trouver. Oui, parce qu'on est très sélectif. Il va probablement falloir qu'on soit moins sélectif, mais de toute façon, qu'on fasse un effort supplémentaire, parce qu'on en fait déjà beaucoup, en direction de la formation. On va, entre guillemets, accoucher dans les prochaines semaines d'un accord qui se négocie finalement sans trop de difficultés avec les syndicats pour savoir comment mieux flécher le CPF, comment dire, pérenniser les systèmes d'aide à l'apprentissage, etc., etc. Il va falloir qu'on accueille beaucoup plus de jeunes dans nos entreprises. La réforme du lycée professionnel sur des qualifications infra-bac est quelque chose de déterminant, notamment pour l'industrie et pour le bâtiment, mais pas que. Qu'on aide avec un certain niveau d'exigence, l'État, les proviseurs, l'enseignement national, l'éducation nationale, à casser des filières qui ne débouchent sur rien. Il y a 30% des filières de lycée professionnel qui sont consacrées à des métiers administratifs en infra-bac. Bon, je suis désolé, dans nos entreprises, c'est bien ou c'est mal, je ne juge pas, on n'a plus des bataillons de dactylo, me semble-t-il. Et donc, il y a des professeurs qui se disent, je veux absolument pérenniser ces formations parce que sinon, je vais perdre mon job. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de former des jeunes, leur assurer des débouchés professionnels et en regard, permettre à nos entreprises d'embaucher volumétriquement et qualitativement les compétences dont elles ont besoin. Et là, sincèrement, c'est un peu un appel que je lance. Il va falloir donc qu'on s'implique le jour venu dans les conseils d'administration des lycées professionnels, qu'on accueille des gamins, c'est pas méchant ce que je dis, des gamins qui, on le sait tous, moi c'est mon premier réflexe, nous ennuient parce qu'ils savent rien faire, parce qu'ils n'ont pas les soft skills, ils n'ont pas les comportements. Bon, si on le fait pas, ça servira à rien de pleurer sur le lait renversé. Moi, je suis très optimiste. Ce qui s'est passé sur l'apprentissage est une énorme réussite collective, énorme. Au bémol près que c'est beaucoup dans le post-bac et l'enseignement supérieur, il n'y a que 18% des apprentis qui sont
qui sont mineurs, qui ont moins de 18 ans. Là, il y a un vrai problème, il va falloir qu'on le règle. Allons chercher les jeunes et changeons ensemble finalement la société. Aidons-les à aimer et à mieux connaître la société. Finalement, c'est un discours d'optimisme que vous portez aujourd'hui et on voit que ça passe aussi par la jeunesse et par les territoires. J'ai bien entendu le message que vous avez délivré. Je vais vous laisser filer. Je crois que vous allez nous quitter d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, Patrick Martin. Je garde Marc Toiti en otage. Je ne me sépare plus de Raphaël. Merci Patrick Martin d'avoir été avec nous.